podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. All right. Hey, salut Simon. Salut Joe, ça va? Salut Marc. Salut, hey, salut, comment ça va? Bienvenue à notre 16e épisode de Intersection. Ça va bien? Ouais, écoute. Sweet 16. Thank you. Yes, Sweet 16. Ben Écoute, oui. c'est le fun parce que justement, je pense qu'on a un beau sujet. Puis je suis vraiment content que vous ayez toutes les deux un peu de la belle matière à jaser autour de ça. Puis c'est un sujet que c'est pas la première fois qu'on parle. Puis je pense que ça enflamme encore les passions dans le monde de la tech en général. Puis donc, on va évidemment jaser de ça clique. Ha ha ha! Surprise! Absolument. Écoute, les boys, j'aimerais ça dans un premier temps. Peut-être que, tu sais, dernièrement, évidemment, là, je fais un petit topo rapide, mais tu sais, SACLIC est revenu dans l'actualité, entre autres à cause de nouveaux développements qui impliquaient, dans le fond, une personne qui était à la tête, dans le fond, du développement du projet, du produit, des liens qui étaient directs avec Kerr, que lui-même dit, ben non, je connais pas ce gars-là, j'en ai jamais entendu parler. Puis en plus, dans les derniers jours, on a eu le droit à une superbe panne, encore une fois. Donc, tout ça pour les aider, comme on dit actuellement. Ouais. Mettons que je ne voudrais pas travailler. Fait que dans ce premier temps, peut-être, ben écoute, commençons par être poli et peut-être juste te présenter un peu, Marc, Ben oui, dire Marc, t'es qui, qui tu viens de es-tu? où, man? Qui je suis? C'est une bonne question. Ben écoute, j'œuvre dans le numérique / ETI depuis maintenant 20 ans, 22 ans peut-être. Je veux plus m'en rappeler. Grosso modo, j'ai parcours où ce que j'ai fait du vrai numérique, là, du web, des apps, tout ça. J'ai eu la chance de travailler avec Simon à l'époque de l'IBO. Aujourd'hui, je fais plus du ce qu'on appelle avec des gros guillemets là, du logiciel d'entreprise. C'est-à-dire, grosso modo, j'aide les PME à s'en sortir avec leur logiciel ERP, comptabilité, CRM, tu sais, à livrer quelque chose. Puis, ben oui, c'est ça, en fait. Tu parlais de SACLIC puis l'identité numérique avec Kerr. Quand il est sorti, c'est début de la semaine, je pense, l'article avec notre copain. J'ai ça ici de côté, donc on parle de mardi. Ouais. Mardi, c'est En ça. fait, Et là, Simon, ça dit mis à jour, là, mardi à minuit, là, fait qu'aussi bien dire mercredi. Là. ouais, c'est Ou ça, justement. lundi, Je pensais... je sais pas trop lequel des deux, mais bref, en début de semaine, on s'entend. Exactement. Puis c'est Simon qui m'a rejoint puis qui me dit, coudonc, ça se peut-tu que ce soit on parle de notre ancien collègue, puis tu sais, on parlait de notre ami Yann, puis j'ai dit ben oui, c'est notre ami Yann, puis on s'est mis justement à en jaser de ça, puis ce que c'était, puis j'ai dit, tu sais, moi j'avais des nouvelles de Yann puis de ce beau projet-là, puis j'ai dit, attends-tu qu'on en jase? Parce que je pense qu'on a un angle intéressant, justement, qu'on peut discuter. Là, moi, j'ai eu la chance, avec mes conversations avec Yann, mais un peu de le connaître. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'article n'est pas nécessairement généreux envers Yann. Là. Fait que, tu sais, pour ceux que ça intéresse, moi, j'ai eu la chance. Oui, c'est la chance de côtoyer Yann un petit peu plus profondément. Ça a été un de mes collègues pendant quelques années. Puis aussi, comme moi, lui, il était tripeux de logiciel libre. Fait que quand il a travaillé dans ce projet-là, toute l'ampleur, la place du logiciel libre, il était vraiment excité, il m'en parlait, on jasait de ça au travers des années. Puis en voyant l'article, j'ai comme fait plein de liens avec, OK, c'est ça qui se passait, puis c'est ça qui arrivait. Puis j'ai dit, je pense que ça pourrait être un peu d'intérêt public de pouvoir en jaser, puis discuter de ça, puis donner une perspective peut-être plus technique numérique à cette chose-là, parce que en réalité, le portail d'identité numérique, c'est une grosse boîte noire pour les gens. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vous écoutent qui aimeraient ça, justement, avoir peut-être un peu plus d'informations. Puis je me suis dit, je pense qu'on pourrait en parler. Ça a un intérêt public de jaser de ça. Et Marc, tu sais, peut-être au-delà de l'histoire qu'on a lue là-dessus, puis tout, on va parler un peu des incidences de ça, mais je veux pas trop aller deep down dans le gars qui il est, puis tout ça, mais tu sais, on peut peut-être faire un aura de... On connaît Yann pour avoir travaillé un petit peu avec lui, puis toi même plus proche que moi même de lui, mais quand même un gars extrêmement intelligent. Là. Ce gars-là, c'était un brain quand même, là, right? Ben c'est le portrait typique de ce que moi j'appellerais un génie. Là, l'article le qualifie comme un génie. Puis tu sais, je veux dire, au niveau de l'informatique, les TI, la gestion de système, ce gars-là, quand nous on l'avait rencontré, puis on l'avait chez l'IBO, il y a une feuille de route à tout casser. Il a fait des projets d'ampleur à rendre jaloux tout le monde. Fait que définitivement, c'est un cerveau à deux pattes. C'est sûr qu'il vient avec
L'article l'a bien dépeint, là, mais je dirais pas dans le détail, mais il vient avec le génie troublé. Là. C'est facile de s'imaginer un Beethoven ou un grand compositeur qui voit les choses, qui comprend toutes les choses, mais qui vit avec la lourdeur de ça. Fait qu'effectivement, moi, quand j'avais travaillé avec Yann, sa vitesse d'exécution, sa capacité à comprendre les affaires extrêmement complexes, c'était comme un naturel pour lui, c'était une seconde nature. Puis tu sais, c'était vraiment... moi, en fait, quand on se parlait, j'avais aucune idée de tout l'envers du décor de sa vie personnelle puis ces choses-là. Puis, fait que j'avais pas ce contexte-là à l'époque. Fait que quand il me parlait de ce projet-là, j'étais comme, wow, ils ont vraiment trouvé un génie qui est un petit peu, tu sais, faut qu'il soit géré parce que justement, c'est quelqu'un qui va toujours voir la prochaine grande idée, va toujours voir aller plus loin puis faire plus. Mais j'ai dit définitivement, s'il y a quelqu'un qui peut les aider à faire ça, j'étais d'accord avec d'utiliser ce genre de génie-là qu'on avait local pour le faire. Là. Avec l'article, c'est sûr que ça met une autre perspective, là, mais si on regarde purement le génie informatique de ce que lui était, faut pas tarir de l'âge. Non, c'est beau. C'était quelqu'un. C'est juste C'était beau. beau. C'était très beau. C'est beau à voir. Puis là, de remettre quand même dans... on dépeint un peu le portrait de la personne ici, pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement, mais là, on met dans les mains de ce gars-là un projet ambitieux, incroyable, qui est l'identité numérique du Québec. Là. C'est ça le nerf de la chose, là. Ben oui, puis lui, sa vision à lui, l'histoire ne dit pas comment il a fait pour avoir eu une aussi grande portée, mais sa vision à lui était de dire c'est de l'identité numérique, c'est du citoyen, on devrait utiliser des technologies libres, on devrait, puis il a vraiment exploité tout ça. Là. Tu sais, moi, une des choses qu'on s'était jasé, justement, c'est quand il m'expliquait toutes les technologies qu'il avait choisies. Puis on est quand même quelques années plus tard, puis il faut dire que les technologies qu'ils ont choisies en ce moment, aujourd'hui, tiennent encore la route. Puis tu sais, juste parler de ceux qui aiment peut-être l'open source. Là. Tu sais, moi, j'avais entendu parler à l'époque où ils avaient utilisé des technologies comme Hyperledger pour faire le blockchain. Parce qu'il faut se rappeler, c'était le hype du blockchain hein, à cette époque-là. Puis l'idée de faire de l'identité numérique avec du blockchain, tu sais, tout le monde a le droit à son opinion, mais c'est une idée qui est à tout le moins discutable. Tu sais, je veux dire, c'est pas une mauvaise idée de faire ça avec du blockchain parce que on n'a pas les limitations de... Chose certaine, il y avait une belle preuve de concept à faire au minimum avec l'idée d'inscrire de l'information sur la blockchain avec l'idée d'une identité. Là. Je pense que la prémisse... Oui, exactement. Puis l'idée d'utiliser des technologies modernes aussi pour offrir un trousseau d'identité ou d'informations aux citoyens sécurisés. C'était Keycloak pour les intéressés qui étaient regardés, puis de déployer ça sur une infrastructure aussi. Toute l'infrastructure, l'idée, je sais pas si vous vous rappelez, ben c'est difficile de pas s'en rappeler, mais la fameuse salle de serveur du MCN, c'était là-dedans, ça aussi. C'était comme un projet unifié de dire comment est-ce qu'on fait pour non seulement déployer une solution, mais une solution qui va être hébergée par le gouvernement du Québec, gérée par le gouvernement du Québec, puis qui était aussi pas dépendante des grands fournisseurs américains de solutions cloud, mais vraiment autonome. Fait que tu sais, il y avait quand même de quoi voir un espoir, là, quelque chose de positif dans ce projet-là. Aujourd'hui, la réalité est tout autre, là, mais je suis convaincu que cette preuve de concept-là, elle existe encore quelque part, puis des gens motivés seraient capables de reprendre ça aujourd'hui, parce que ce qu'ils avaient construit, même si moi j'ai entendu avec les années là, qu'il y a des gens qui avaient regardé ça puis qui étaient incapables de comprendre ce qui avait été fait, là. Mais étant donné qu'il n'y a rien de propriétaire puis il n'y a rien de magique dans ce qui a été fait, techniquement, le peuple possède encore tout ça puis il est capable de l'utiliser avec les bonnes personnes. Mais là, attends, Marc, juste pour bien comprendre, des gens se sont mis le nez là-dedans. Si je comprends bien, ils étaient à des années-lumière de réussir à comprendre ce qu'il y avait là-dedans. Est-ce qu'on parle à cause que c'était du génie de la manière que ça avait été fait ou parce que c'était juste comme mal fait? Juste pour être certain qu'on... Ouais, ben là, tu sais, moi, j'ai pas non plus été dans le secret des dieux. J'ai pas vu comment ça avait été fait. Puis, le contexte de comment une personne travaille versus comment elle travaille dans une équipe, j'ai aucune idée. C'est l'équipe autour. Je sais pertinemment que, tu sais, il était pas tout seul là-dedans. Est-ce que je suis confiant que la majorité des efforts qui avaient été faits pour cette fameuse preuve de concept-là, c'était lui qui était au centre de ça? Je suis pas mal certain. Yann, c'était quand même un loner dans ce qu'il faisait. Mais peu importe comment ça a été fait, étant donné que
Yann lui-même, tu sais, c'est pas un développeur, c'est ce qu'on appelle en bon français un sysadmin, là. C'est un concierge du numérique. Il assemble les morceaux ensemble, il les fait se parler. Ben, ça se tient de penser que c'est possible de reprendre ça. Maintenant, est-ce que c'était avant-gardiste comme technologie? Définitivement. Je veux dire, quelqu'un qui regarderait aujourd'hui utiliser Kafka, puis utiliser Keycloak, puis utiliser OpenLedger, c'est pas les technologies qu'on a faites comme plus personne n'utilise ça, c'est du passé. Aujourd'hui, ils sont dans des technologies qui sont de plus en plus courantes. Même les grandes multinationales vont utiliser ce genre de choses-là, ou les grandes startups que tout le monde connaît. Mais ça fait que ça reste encore du savoir-faire de pointe. Par contre, du savoir-faire de pointe qui n'est pas caché derrière des certifications ou des entreprises qui fassent partie du réseau de distribution. Fait que, tu sais, en théorie, on a encore le pouvoir du logiciel libre de dire c'est disponible, ça existe, c'est pas caché par personne. Maintenant, pourquoi est-ce que personne n'a réussi? C'est les bruits du marché, hein. C'est le grand téléphone blanc qui raconte qu'il y a des gens qui ont essayé de reprendre ça. Mais définitivement, c'est difficile de croire que ça n'a pas été le cas, que les gens ont essayé et n'ont pas réussi, parce que la situation ce qu'on a aujourd'hui avec ce projet-là, le manque d'avancement, ça donne un petit peu de structure à l'hypothèse que finalement, ils ont pas réussi. Mais c'est sûr que il s'est passé plein de choses. J'ai jamais été dans les équipes de travail du MCN. J'ai pas vécu rien. Je suis pas dans le secret des dieux de rien de ça. Fait que à ce moment-là, je peux juste spéculer. Mais c'est définitif là, que il y a même un moment donné où il y a une preuve de concept qui s'est exfiltrée sur Internet avec un URL. On pouvait y aller sur ce fameux logiciel-là. Okay. Évidemment, aujourd'hui, ça fonctionne plus, là. Je pense pas que la Wayback Machine ou l'Internet Archive avait pris ça, là, mais tu sais, ça, je veux dire, on peut-y aller on peut certainement fouiller, là, ça coûte rien, hein, fouiller. Oui, effectivement. C'est un bon point. Mais donc, est-ce que, tu sais, c'est comme tu dis, est-ce que tu penses que, tu sais, au final, c'est un enjeu de compétences qu'on a là, actuellement, dans le sens où est-ce que c'est des technologies qui sont tellement, tu sais, tu dis, bon, ben dans le temps, peut-être qu'effectivement, c'était très avant-gardiste, fait que ça aurait été difficile de travailler avec quelqu'un d'autre qu'un gars comme Yann, qui a été celui-là qui a un peu initié l'idée de travailler avec ces produits-là. Mais tu sais, aujourd'hui, là, en 2025, est-ce que, clairement, c'est pas supposé être un enjeu, right? Ben, définitivement, j'oserais espérer que moins. C'est sûr que, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, le genre de technologie-là, c'est des technologies que les grandes multinationales, les startups connues avec beaucoup on va dire, de cloud utilisent. Fait que quelqu'un qui a ce niveau de compétence-là, dans le choix d'aller à gauche travailler pour son gouvernement ou aller à droite, aller chez Airbnb avec une job à Silicon Valley, c'est sûr que ça se peut que Silicon Valley gagne. Mais définitivement, tout ce qui est beaucoup plus moderne comme architecture, infrastructure, on parle beaucoup de AI, ben, des technologies qui sont utilisées pour traîner des modèles de AI, il y en a une couple qui sont en fait là-dedans. Fait que, tu sais, c'est des technologies qui ont pris une place, pas la place qu'on pensait, mais ils ont pris une place beaucoup plus importante dans les technologies modernes qu'on utilise. Fait que ça devrait effectivement exister. Maintenant, est-ce que l'appel d'aller travailler au gouvernement avec ce skill set-là va être vraiment intéressant pour un jeune travailleur? Ça, c'est une autre question. Mais au niveau de la compétence, définitivement, il y a de plus en plus, on devrait avoir accès à ce genre de compétences-là pour apprendre ça. Écoute, puis tu sais, moi, en fait, aussi, ce qui me fascine, là, tu sais, je pars sur un croche un peu, là, mais tu sais, actuellement, on voit que le gouvernement essaie de se débattre un peu, là. Il y a comme cette patate chaude-là dans les mains du nouveau ministre, tu sais. Puis tu sais, là, il y a des gens qui sont pointés du doigt. Donc, Yann se retrouve pointé du doigt. On essaie de le faire voir comme une personne, un fraudeur, quelqu'un qui était emprisonné aux États-Unis. Écoute, c'est quand même gros. Puis de l'autre côté, là aussi, on blâme Microsoft. On dit, hey, ben, c'est peut-être la faute à Microsoft, là, les pannes qu'on a eues des derniers jours, etc. Est-ce que, tu sais, justement, c'est pas un peu la stratégie peut-être actuelle du gouvernement de dire, OK, ben là, on est dans la merde avec ce dossier-là, il faut qu'on trouve des coupables, là. Tu sais, on est-tu en train de chercher un coupable alors que, tu sais, dans les faits, c'est pas beau, là. Tu sais, c'est pas chic, là, ce qu'on voit là, actuellement. L'historique des grands projets informatiques partout, mais au Québec, ça fait souvent les manchettes, les scandales, mais la réalité, c'est qu'au final, ces projets-là, ils sont jamais abandonnés.
sais, mon opinion, c'est qu'ils sont jamais livrés non plus. Je veux dire, en ce moment, on ne parle pas du dossier patient là, en santé, là. Mais tu sais, ça fait 20, ça fait quasiment 30 ans qu'on parle de ce dossier-là, puis qu'il y a des sommes significatives qui sont investies, puis ça avance pas. Finalement, l'excuse, c'était que mais l'identité numérique, ça nous aurait permis de mettre le dossier patient, mais là, ça marche pas. On en a un, c'est le même qu'on avait au début. Ça a coûté, tu sais, comme justement des milliards. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, il y a définitivement une crise politique qui est en train de se dérouler. Sauf que, tu sais, oublions On la s'en crise sort, politique. on s'en sort comment? Tu sais? Moi, c'est ça qui me Ben oui, c'est fait ça. Fait il y a, capoter, il y a c'est une, de il dire, y a c'est une quoi partie où la. est-ce que moi, en tant que citoyen, je pense qu'il faut qu'on pose des questions et qu'on rende le gouvernement responsable de ses actes. Après ça aussi, il faut que le gouvernement soit capable d'avancer technologiquement parlant puis de garder le cap par en avant aussi. Je pense pas que ces deux choses-là sont mutuellement exclusives ou qu'une devrait bloquer l'autre. Maintenant, je ne suis pas un politicien ni en politique. Peut-être que des enquêtes ou des choses comme ça des comités au Parlement, ça va empêcher certaines choses de se faire. Mais si c'est vraiment encore le courage politique de le faire, il y a définitivement une manière de le faire. Par contre, est-ce que la manière de le faire est visible pour le public? Ça, c'est la partie où ce que moi, en tant que citoyen, je dis, il me semble que c'est un peu opaque pour la place où ce que toutes les informations sensibles vont être, de voir comment ça se passe, puis d'avoir aucune visibilité sur qu'est-ce qui se passe, puis d'avoir même pas demandé l'opinion à toutes tu sais, il y a des projets de société qui se font en demandant l'opinion des gens. Ouais. Ça semble pas être le cas quand on fait du numérique. Puis il y a peut-être une pertinence de ça, là, de demander l'opinion des gens, parce que l'idée qu'un projet d'identité numérique comme ça, c'est théoriquement fantastique, là. Mais est-ce que ça intéresse les gens qu'on ait cette concentration-là d'informations à leur sujet à un seul endroit? Est-ce que les gens pensent que c'est sécuritaire, même s'ils n'ont pas d'opinion technologique? Là, je veux dire, on demande de l'opinion aux gens sur des grands projets routiers, puis c'est pas des experts en gestion de trafic ou en qualité de vie, là. Ils ont définitivement une opinion, par contre. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu ce que je trouve déplorable, c'est que c'est un grand projet qui risque d'avoir des impacts sur des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années sur comment même notre démocratie a le potentiel d'être gérée. Puis c'est caché derrière des désastres informatiques. Ça semble pas la bonne méthode, selon moi, d'approcher ce genre de problème-là. Moi, ce qui me fait capoter, je me suis couché un soir en pensant à une idée folle. Je Hey, la let's go, Joe. partage. Let's go. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va prendre? Parce que, tu sais, politiquement, tu sais, on le sait que ça peut juste être long, tu sais. Moi, tu sais, je crois pas à l'idée que, ah ben écoute, tu sais, le gouvernement va finir par se prendre en main, appliquer les bonnes pratiques, faire tous les changements nécessaires qu'il faut pour adopter une nouvelle approche, puis commencer à développer comme du monde. Tout ce qu'on fait là, c'est qu'on a une espèce de méga giga dette technologique, dette de compétences, tu sais, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut avec ça. Là, on a essayé de faire de l'innovation avec ça clique, tu sais, on s'est planté royalement. Tu sais, puis c'est correct de se planter, puis il y a des façons de se planter aussi qui peuvent être acceptables. Mais là, dans ce cas-ci, ça aide pas. Puis l'idée que je me suis dit un jour, je me suis dit, tu sais, on a beau en parler, on a beau le crier sur les journaux. Tu sais, je veux dire, actuellement, ça s'arrête là, tu sais. Fait que mon idée folle, je m'étais dit, crip, on fait-tu genre le bureau indépendant du numérique du Québec? On assoit des gens à cette table-là, puis on dépose des projets, tu sais, on les structure, puis on dit, OK, nous, on trouve que, je pense qu'il y a des gens brillants ici au Québec qui pourraient être amenés et qui sont intéressés à le faire, mais la machine les empêche de le faire actuellement. Mais tu sais, il y a une page à prendre des gens qui ont des groupes d'intérêt, c'est-à-dire que si tu veux défendre un intérêt que tu penses qui est important, définitivement, une des choses à faire, c'est de créer un groupe d'intérêt qui va publier des choses, qui va aller intervenir, qui va aller mettre une pression. On peut est être un rendu peu là. cynique et dire que ça sert à rien, mais définitivement, sur en longue haleine, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je me dis, c'est en réalité, moi, il y a deux initiatives que tu sais, rêvons, je vais aller rêver avec toi, on va avoir un rêve lucide. Je suis un grand rêveur, vous le L'initiative savez. européenne que j'aime beaucoup, qui s'essouffle un peu, mais qui est encore, le fond est bon, c'est-à-dire Public Money, Public Code. Et si, quand j'investissais 300 milliards ou 300 millions ou 3 milliards ou peu importe, je devais rendre disponible ce que
ce qui a été codé. On parle pas des données. Puis tu sais, il y a beaucoup de nuances à expliquer. Il faut éduquer le public sur qu'est-ce que ça veut dire ça, parce que le premier réflexe, ça va être de dire, mais la sécurité, non, la sécurité dans le logiciel libre, c'est je peux voir ce que tu as fait, fait que je peux te dire, hey, tu sais ça, moi j'ai fait une thèse doctorale là-dessus et c'est pas tout à fait optimal, je te donne mon expertise extrêmement pointue, faisant ce que tu veux. Des contributions citoyennes et des plateformes qui permettent aux gens de voir ce que leur gouvernement utilise, mais surtout de partager des ressources avec d'autres gouvernements. S'il y a quelque chose que ma carrière plus récente m'a appris en logiciel de gestion, c'est d'essayer de donner un logiciel de gestion d'entreprise à un gouvernement. C'est littéralement essayer de mettre un carré dans un rond. C'est-à-dire qu'un gouvernement, c'est pas une entreprise privée. L'objectif du gouvernement n'est pas de maximiser les profits. C'est pas ça. C'est d'offrir un service et d'être le plus équitable possible sur son service et de respecter le cadre opérationnel qui a été donné par des lois, par le gouvernement. Eh bien, ça, un SAP de ce monde, là, on peut essayer de se faire ce qu'on veut, là, mais ça va coûter cher parce que ce que c'est fait pour faire SAP, c'est fait pour maximiser les profits. Oui. Absolument. Eh oui. Et C'est fait pour de des se dire, business. on va prendre ben oui, et de se dire, on va se prendre le plus gros logiciel de gestion d'entreprise du monde, too big to fail, et c'est comme d'ignorer l'historique de nombre d'entreprises qui se sont plantées et qui ont quasiment fait faillite à essayer d'implanter des logiciels aussi gros, et d'oublier aussi l'historique qu'en réalité, malgré tout ce qu'on dit, SAP, ça se poursuit pas tant, hein. De dire, ils sont tellement gros, je vais pouvoir les poursuivre. Mais probablement que leur département légal est plus gros que la plupart des ministères du Québec, là, tu sais. C'est significatif comme entreprise. Fait que, tu sais, cette idée-là de rendre ça public, mais ce que ça fait, c'est que littéralement, ils vont dire, ben là, SAP, on peut pas rendre public du code SAP. Ben, fantastique. Ça veut dire que tu peux pas l'utiliser. Does not qualify. Ne se qualifie pas pour la solution. Ben, mais moi, je l'aime, là, ce rêve-là. Là. Ça résonne énormément. Public money, public mais code, surtout, là, c'est cool, ça. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est justement, c'est les tables d'experts externes. Je sais pas si vous savez, mais tu sais, il y a de plus en plus de places, je pense au Québec aussi, où il y a des comités citoyens qui révisent ce que la police fait. Pour dire justement, tu sais, la police a un rôle, mais son rôle n'est pas blindé de toute l'unité complète à tous. Fait que l'idée de dire, ben, le numérique, c'est un peu ça aussi. Parce que le numérique, ou l'informatique, ou appelez-le comme vous voulez, là, mais ça impacte nos vies, ça impacte nos vies citoyennes, nos vies démocratiques de façon assez large. Puis au final, ben plus que jamais, puis je veux dire, avec les hypes, tout ce que tu veux, on s'en va pas, on n'est pas dans la direction opposée. Tu sais, je veux dire, on garde le cap, puis le cap, il va de plus en plus vite, mais c'est comme une manière où est-ce qu'on dit, ouais, ben là, c'est le code, là, fait que tu penses-tu vraiment que le citoyen va dire quelque chose à ça? Puis je veux dire, un de mes exemples préférés, puis ça, c'est parce que j'ai des amis qui étudient là-dedans, c'est que au niveau du fédéral, on utilise beaucoup les AI pour accepter ou refuser des demandes d'immigration. Mais la loi fédérale, ce qu'elle dit, on s'en fout de l'EA, la loi fédérale. Ce qu'elle dit, c'est qu'un dossier d'immigration bien fait est un dossier sur lequel un être humain a donné une opinion arrêtée et réfléchie sur le dossier. Okay. Fait que de mettre ça dans le AI puis d'envoyer la lettre, c'est définitivement pas une opinion arrêtée et réfléchie. C'est peut-être la bonne opinion légalement, mais la loi, ce qu'elle dit, c'est non, moi j'ai écrit la loi pour qu'il y ait un être humain qui regarde ton dossier. Et puis ça, si on avait des comités citoyens ou si on avait des comités je ne veux pas dire de vérification, mais qui pouvaient faire justement un peu de pression, on saurait ces enjeux-là, puis on pourrait dire en tant que société, ouais, ben tu sais, les AI, c'est cool, là, mais c'est peut-être pas chill pour ce genre de choses-là, puis peut-être qu'on voudrait faire autre chose avec ça. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Jonathan. Un comité citoyen qui est capable de fournir ces choses-là, puis d'avoir une place à certaines de ces tables de discussion-là, ça prend probablement, tu sais, ça a probablement une raison d'exister. C'est sûr que ça vient avec les intérêts spécifiques parce que on n'est pas comme dans, exemple, l'éducation, où oui, il y a des entreprises qui ont des intérêts spécifiques en éducation, mais quand on parle d'informatique, ce n'est qu'un domaine d'entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Il n'y a pas vraiment une représentation citoyenne du numérique avec des intérêts. Fait que, tu sais, ça serait quasiment plus un groupe de lobby à cause de la nature, mais je pense vraiment qu'il y a un groupe citoyen de gens, oui, qui sont compétents, mais qui veulent faire respecter justement nos principes fondamentaux de démocratie. Nos voisins du Sud nous disent que c'est peut-être un bon moment d'avoir des safeguards là-dessus. On ne sait jamais ce qui s'en vient.
Mais je pense Ça m'ouvre qu'effectivement, ça une aurait porte, une place. ça m'ouvre une porte intéressante ce que tu dis, Marc, puis je vous partage rapido un peu un petit message que j'ai lu sur mon Facebook de Vadim qui a publié ça sur son truc. Puis, tu sais, Mhm. ce que Vadim met en exergue là, sur son post, c'est qu'il y a une clause dans un appel d'offres sur lequel son entreprise a tenté de soumissionner, qui dit cet avis d'appel d'offres n'est pas soumis à la loi des contrats des organismes publics. Donc, LCOP, c'est 65.1 pour les intéressés sur la loi. Tu sais, ma courbe là-dessus, c'est comment tu veux faire quelque chose de bien quand tu sais, ton skill set de base d'outils pour recevoir des contrats ou pour avoir des contrats de développement veut lui-même contourner ses propres règles. Oui, Tu c'est sais. ça. Là, on contourne, il y Mhm. a de gros contournements ici. Là, on se permet de faire un peu ce qu'on veut grâce à cette ligne-là. C'est ce que je comprends. Là. Totalement. Fait que ça dit, écoute, guys, ça nous contraint tellement de l'interne d'avoir à respecter les contrats que notre propre ministère nous demande que, tu sais, on va se mettre une clause de sortir de la clause qui nous demande de respecter ces propres lois-là. C'est un non-sens absolument incroyable, là. Tu sais, je veux dire, Le mode pour consommer le numérique puis les gains que le numérique donne est définitivement en porte-à-faux avec les règlements d'approvisionnement. Je pense pas que quand on a pris les règles d'approvisionnement, il y a quelqu'un qui pensait qu'on allait littéralement acheter des méthodes de travail par ce biais d'approvisionnement-là. Je pense qu'on parlait pas mal plus de machines à écrire, Oui. de breuvage, puis fait que c'est sûr que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des idées sur comment réformer ce genre de choses-là, puis je comprends que c'est pas évident parce que ça affecte tout le monde, puis c'est des règles qui viennent du Conseil du Trésor, puis c'est, tu sais, comme, est-ce que c'est vraiment une priorité? Mais définitivement, tu sais, moi, je le vois aussi, le gouffre entre tu sais, toute la méthode, la partie qu'on a eue, là, où on était un petit peu crackpot sur Agile, là, comment est-ce qu'on fait pour signer un contrat Agile en mode approvisionnement, offre de service? Puis, tu sais, j'ai vu des méthodes absolument originales. Oublie le public, là, dans le privé pour essayer même de faire des contrats qui ont du bon sens pour consommer de la méthode Agile. C'est comme, OK, oui, on vous paye, mais si ça va trop mal, on split le risque 50-50, puis après ça, on se poursuit 2 fois. Puis je veux dire, c'est pas évident quand tu as toute la liberté du monde de t'entendre sur n'importe quoi entre deux entités privées. Je comprends que dans le public, c'est absolument impossible. Puis là, effectivement, les lois viennent d'une nuisance. Puis d'habitude, quand les lois deviennent une nuisance, il faut les réformer. Puis ça, c'est un processus qui est ad infinitum. Là. On verra pas le bout de notre vivant. Mais définitivement, je pense que c'est un des pain points. Puis faut faire attention s'il y a une réforme, parce que là, il y a des très gros joueurs qui ont intérêt à ce que les réformes aient des petits contournements un petit peu trop rapides. Là. oui, parce qu'on ne se fera pas Moi, de je les ai cachette. entendus. Moi, je le dis, je le répète, tu sais, au Québec, on a une industrie qui est taillée sur mesure pour vivre des appels d'offres et des projets de développement gouvernementaux, là. Absolument, absolument. On a une industrie organisée. Tu sais, je me fais pas d'amis en disant ça, mais c'est ça la réalité. Tu sais, je veux dire, les gens. Moi, professionnellement, je suis absolument incapable de répondre à un appel d'offres parce que de mon côté professionnel, j'ai pas été, l'entreprise n'est pas montée comme ça. Fait que de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour supporter le processus d'appel d'offres me demanderait de me mettre à remporter des appels d'offres significativement plus parce que c'est tellement lourd. Puis je dis pas, faut pas qu'il y ait de processus d'appel d'offres, mais définitivement, les méthodes, tu sais, je vais donner mon exemple préféré, là. L'info nuagique et les appels d'offres, là, c'est grossièrement incompatible. Quelqu'un Pourquoi qui dit, moi, je tu veux dis ça? ça. Ben, parce que Microsoft, Amazon puis Google, là, ils font pas ça répondre à des appels d'offres. Là, le service est offert. Là. Si tu es satisfait du service, prends-le. Puis si tu en veux beaucoup, ben, on va te faire un deal. Mais si tu penses qu'on va aller répondre comment toi tu veux avec 16 documents, 3 annexes dans tel ordre, fait que comment ça a été monté? Ça a été monté avec des fournisseurs locaux qui vont aller faire la proposition. Mais en réalité, l'idée de mettre un fournisseur local dans un appel d'offres, c'est pour enrichir ton économie locale. Mais un grand cloud provider, là, de par sa nature, de par son modèle d'affaires, prend la majeure partie de la valeur ajoutée, donc du profit et de l'argent, et la ramène chez eux gentiment aux États-Unis.
Fait que si le client dit, moi, je veux faire un appel d'offres pour mon hébergement et je veux être sur un info nuagique, ben inévitablement, la majeure partie de l'argent elle s'en va au provider d'info nuagique, qui lui, by the way, ne fait juste pas répondre à ces appels d'offres. Fait que c'est la personne locale qui se tape la job de répondre à tout ça, puis qu'il faut qu'il se défende corps et âme pour essayer de faire un petit peu d'argent sur la patente puis opérer la business. Puis on va se donner des high five. On a fait un appel d'offres puis c'est un Québécois qui l'a remporté. C'est un petit peu... on a comme évité tous les intérêts de faire des appels d'offres puis de dire non, il faut que ça soit québécois. D'un autre côté, est-ce qu'on peut dire on va tout ramener au Québec? Là, tu sais, il y a des tendances de marché. Hein. Les gens qui sont trop à contre-marché, souvent, il faut faire attention. Puis de dire, moi, du cloud public, j'en aurais pu zéro. C'est sûrement une proposition aussi mauvaise que de dire, je vais tout mettre sur le cloud public. Tu sais, c'est un acte de balance. Puis, full disclosure, moi, je représente une entreprise qui vend des services de hosting. Là. Puis, tu sais, il y a des places où on peut se battre contre les clouds publics et des places où on se peut pas parce que si c'est un loss leader puis que tu fais 16 milliards de chiffre d'affaires, là, je peux pas être un loss leader de mon bord à ton scale, là. Je n'aurais pas cette capacité financière-là. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours quand on dépense des fonds publics, il y a toujours un acte de balance pour dire comment est-ce que j'investis mon argent. Mais en ce moment, tout le monde le sait. Tout mettre sur du cloud public, c'est au moins 30% plus cher. Fait que c'est définitivement pas un choix qui est intelligent avec l'argent. D'un autre côté, quand c'est dans nos ministères, ben ça donne ça clique, puis là, personne ne sait pourquoi, puis tout le monde se pointe du doigt, puis c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, puis il y a personne qui veut prendre la responsabilité. Une des choses qui est intéressante quand c'est à l'extérieur, c'est que on dirait que les gens sont plus willing de donner la responsabilité à un acteur externe que prendre une responsabilité à l'interne. Fait que tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est genre d'enjeu-là de dire justement non, je vais revenir sur ton lien. Pourquoi est-ce que le cloud n'est pas une bonne manière? Comment ça marche en ce moment? Je sais pas si tu le savais, Simon, là, mais c'est public, là. C'est qu'il y a une espèce d'acheteur général qui est au MCN. Okay? Lui, il qualifie des partenaires locaux pour tous les services cloud. Azure, Amazon, je sais même pas si Google en fait, mais si Google en fait, il en fait. Et là, il y a un ministère qui dit bon, ben, moi, j'ai un besoin qui est répondu par un service spécifique de Amazon. Ça le fait, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, et là. À la base, on part de c'est ça que je veux. Oh, c'est ça. C'est ça. Et là, on dit, parfait, il y a des gens locaux qui ont été préqualifiés pour te vendre le service puis te l'installer. Mais OK, mais tu sais, si finalement, il y a 60 ministères ou 60 ministères organismes qui utilisent ce service-là, qui va aller le négocier avec Amazon? Potentiellement personne parce qu'on va avoir fragmenté l'utilisation. Puis, tu sais, ça ajoute une complexité, mais soudainement, comme ça, on vient de passer à côté l'idée de l'appel d'offres parce que si tout le monde fait sa petite demande, s'il avait fallu que tu la fasses, tout ministère organisme, tu fais comme, OK, finalement, c'est un contrat de 3 millions. Non, c'est juste un contrat de 50 fois 100 000 éparpillés. Fait que là, plus d'appel d'offres. L'appel d'offres, l'objectif, c'est de maximiser les coûts, maximiser l'impact pour un gouvernement. Fait que, tu sais, on est en train, justement, ce que tu disais, Jonathan, là, on est en train d'éroder la raison pour qu'on avait mis ça en place. Puis, effectivement, il y a un futur très possible qui existe où il va rester seulement les inconvénients de l'appel d'offres puis aucun des avantages qu'on avait anticipés. Hey, moi, les gars, j'ai de la misère à rester positif là, avec tout ça. Là. Si j'ai l'impression que ça va être tough en tabarouette de virer ça de bord, je vous écoute parler, puis je me dis, le thème du podcast aujourd'hui, de l'épisode, je pense que c'est beaucoup la transparence. Il y a la transparence qui est pas toujours nécessairement là. Il y a les processus actuels au gouvernement qui sont peut-être arriérés par rapport aux pratiques d'aujourd'hui. Il y a comme une réformisation qui va être nécessaire d'être faite, mais les gars, de la misère à être positif aussi par rapport à ça, moi. Mais tu sais quoi, moi, il y a une chose qui fait que je pense qu'on peut peut-être voir un peu de lumière à l'horizon. Ouais, la lumière au bout du tunnel. Éclaire-moi. C'est un peu la dalle de l'AI qui est arrivée dans la mort, là, dans le sens où je pense que c'est un changement profond qui oblige toute organisation à se questionner actuellement. Ouais. Fait que la seule chose qui m'attriste, c'est que je trouve que déjà... il y en a déjà qui ont pris une certaine avance là-dessus. J'ai pas l'impression que c'est le cas de notre gouvernement, mais je me dis que ça ramène un peu tout le monde à la case départ dans une certaine mesure. Il y a une opportunité, il y a une fenêtre qui n'était pas là avant. Si on se parle pré-AI, avant le gros boom d'OpenAI, je veux dire, on était tout le monde dans l'industrie, dans de la grosse continuité de « Hey guys, on développe des tools, on fait des sites, on fait des Big apps. » data, des serveurs info nuagiques. Fait que ultimement, ça... Mais là, on a comme un genre de... Je ne veux pas dire un reset, là, mais en tout cas, du moins, on a un jalon qui vient comme brasser un peu la patente.
Fait que, tu sais, on se tue complètement Désillusoire, ce que tu dis là. ouais, ou est-ce que je suis un peu trop naïf Ben, de moi, croire? je suis de ton bord. Tu sais, bon, moi, je vais commencer par dire que ce qui est positif pour moi, c'est que le changement s'opère dans la crise, hein, Simon. Fait que, tu sais, si on est capable d'avoir une bonne crise de TI, on va sûrement pouvoir avoir des changements. Il faut juste en profiter en tant que citoyen pour avoir des changements qui sont plus positifs que ceux qu'on a eu avant. Mais je Il a suis dit d'accord ça avec d'ailleurs, là, il y a l'AI. une phrase là-dessus, là, tu sais, la meilleure chose il faut jamais manquer l'opportunité de profiter d'une bonne crise. C'est pas, comment il s'appelle, Warren Buffett ou quelque chose comme ça qui a Ouais, c'est déjà ça, dit mais ça? là, moi, je parle pas pour faire de l'argent sur mes placements en bourse, là. Je vais être d'accord avec toi, Joe. Moi, le spin le plus positif que j'ai vu sur les Large Language Models, hein, qui moi, va me vraiment donner espoir pour la démocratie des gouvernements, c'est que, imagine un OpenAI, pas comme un outil pour enlever des jobs, mais comme une interface sur la complexité humaine qui s'adapte à ton niveau à toi. Je ne sais pas comment ça marche, la SAQ. Je ne sais pas comment ça marche Revenu Québec. Puis mon niveau de langage, c'est un secondaire 3. Ben, je peux écrire à mon niveau de langage de secondaire 3 et mon interface sur la complexité du système va être quelqu'un qui va dumber ça down pour moi spécifique, qui me jugera jamais. Je peux lui poser 750 questions sur le champ A43 du rapport d'impôt parce que je comprends pas pourquoi c'est écrit de même, puis il n'y a pas personne qui va me juger. Moi, c'est le spin le plus enabler pour une démocratie que j'ai vu, c'est-à-dire effectivement, si on a des gouvernements qui se disent, vous savez quoi, moi, j'ai pas besoin de ChatGPT O4 qui est plus petit que O3, mais plus grand que O2, peu importe, machin chose. J'ai juste besoin d'exposer ma complexité pour que tous mes citoyens aient un accès équitable à mes services. C'est une spin qui, pour moi, est remplie d'optimisme. Elle est pleine de pièges, selon moi, cette spin-là. Mais si tu as un gouvernement qui te dit, ça, c'est mon angle, tu sais, moi, pour moi, le AI, c'est la nouvelle base de données. Je vais vous expliquer pourquoi. Historiquement, là, à chaque fois qu'on est arrivé avec une révolution en informatique, là, on a dit, tout le monde va perdre ses jobs, l'ère de l'automatisation est enfin arrivée. Ça commence en 1957, quand quelqu'un qui a inventé COBOL, puis qui a dit, vous savez quoi? Tout ce qu'on écrit au papier, là, on peut le mettre dans un fichier informatique et il va répondre à toutes nos questions. C'est la révolution. Tout le monde va perdre ses jobs. On a fait la même chose quand la base de données relationnelle est arrivée, là, les premières versions de système de gestion. Là, quand tout le monde en assurance et en banking s'est mis à investir en malade mental, ces systèmes-là qu'on a exactement les mêmes aujourd'hui, là, la même affaire. Ça va révolutionner tout. On peut maintenant automatiser tous nos processus. C'est fini. On va mettre tout le monde à la porte, puis ça va être tout automatique. Puis je veux dire, vous comme moi, on a vécu les 30 dernières années, là, le rêve de l'automatisation, ça a vraiment pas été la patente qui a marqué nos vies. Et là, on dit la même chose. C'est définitivement plus tangible. Oui, Mais ça reste une révolution en informatique où est-ce que si on est capable d'avoir une vision puis de se respecter du fait que il y a pas, ça prend du leadership, là. Puis là, ça prend du leadership. Tu sais, moi, je suis le plus cynique sur le leadership dans le sens où avoir des gens qui comprennent rien à rien en informatique, en TI, mais surtout aussi en opérationnalisation de ces patentes. Parce que les TI, là, tout le monde peut dire c'est compliqué et ça coûte cher, là, je suis bien d'accord. Mais il y a une chose que les TI, ça fait, c'est que les TI, c'est supposé opérer. Opérer dans le vrai monde, là, estifie que c'est compliqué. Je veux dire, on pourrait se parler d'exemples vraiment plus simples que des systèmes informatiques. Là. Essayer d'avoir une organisation locale pour accueillir les nouveaux immigrants puis d'avoir toujours quelqu'un pour répondre au téléphone. Juste ça, c'est compliqué. Imagine s'il faut que tu donnes un service à 8 millions de personnes, dont une bonne partie qui s'en leur tente peut-être pas de consommer ton service comme ça, à quel point ça devient compliqué. Mais l'informatique, c'est la résultante de toute cette complexité-là, de la compréhension ou non des processus, puis du fait qu'il faut qu'ils soient logiques, puis cohérents, puis que ça réponde à des lois, puis machin chose. Fait que ce qu'on fait en informatique, c'est on vit avec nos erreurs dans la vraie vie, parce qu'une fois que tu l'as fait l'erreur et que coûte trop cher à réparer, ben tu vas vivre avec, parce que le système, là, il faut qu'il s'en aille en production. Fait que c'est une réflexion de notre capacité à gérer notre complexité. Puis je pense que les gens, tu sais, comme ils se disent, mais c'est de l'informatique, c'est compliqué, moi je connais pas ça. C'est facile de se cacher derrière ça. C'est comme moi, mais tu connais ça des êtres humains? En politique, on pourrait croire que oui. Hein? On aurait le droit de t'inciter vers ça, puis de dire, bon, mais tu comprends-tu que c'est compliqué? Puis que c'est pas facile, puis que d'ajouter du monde, c'est pas la meilleure solution, puis que c'est pas parce que tu payes plus cher que c'est mieux. Là. Il y a toujours quelqu'un pour faire la pièce. Puis tu sais,
la réalité, c'est que c'est compliqué, ces projets-là. Puis comme c'est jamais vraiment des projets de société, c'est plus des projets de société d'État, ben on voit pas ce qui se passe, puis on n'est pas intéressé à intervenir là-dedans. Fait que c'est pour ça que moi, les gens avec la vision, faut qu'il y ait une vision, mais qui comprennent que c'est pas parce que tu as une vision que tu as fini, là. Ça Vision prend de l'écoute cochée, aussi. terminée. Tu sais, c'est ça, ça prend de Ah oui, l'écoute. ça prend de l'écoute. Tu sais, Ça Puis prend moi, actuellement, définitivement de j'ai comme l'écoute. l'impression qu'on se bombe le torse dans les ministères, puis on pense qu'on est bon, puis qu'on a tout ce qu'il faut, mais bon, écoute, c'est pas de notre faute. Là, c'est Microsoft qui fait qu'on a une panne, blablabla. Mais tu sais, j'ai entendu des affaires dernièrement, puis ça m'a jeté à terre. Tu sais, j'étais à Rendez-vous numérique, hein, salut, disclaimer, je suis Mhm. un des organisateurs, shameless plug. On a reçu Martin Bouchard. Martin Bouchard, Qscale, une des plus grosses infrastructures, je pense qu'on a ici. Ancien président de Copernic. Ça, si je vous parle de Mhm. Copernic dans le monde de la tech, tout le monde sait que ça a été un success story, tu sais, au Québec d'avoir Copernic ici. Le gars, tu sais, nous parle un peu de son parcours, puis nous dit, hey, il y a genre 6 ans, moi, j'ai essayé de présenter un projet au gouvernement du Québec pour, je ne me souviens pas le nom, ça avait X whatever AI, pour proposer au gouvernement d'investir massivement afin de développer les infrastructures dans l'objectif d'accueillir, dans le fond, un éventuel boom au niveau AI. Il y a 6 ans. Et savez-vous quoi? Ce gars-là n'a même pas eu la chance de présenter son projet à quelqu'un. Tu sais, Mhm. je veux dire, le gars, c'est pas Ticlin dans son sous-sol qui a un flash, là. Tu sais, le gars, il a quand même fondé Copernic. Il a une feuille de route impressionnante. Il a une business aujourd'hui qui est une excellente réputation. Tu sais, c'est sûr qu'il a son agenda. Je veux dire, il est animé par. C'est définitif qu'il y a un agenda. Oui, Mais oui. ce que je veux dire, c'est Mais qu'au on en a. final, ça reste que. Tu sais, moi, ce qui me fâche, c'est pas le fait que oui, il y a son agenda, puis effectivement, c'est ça sa business, mais c'est juste le principe qu'il n'y a pas eu d'écoute. C'est fou, Mhm. là, tu sais, c'est du Caroline. Tu sais, rendu là, ça prend quoi, là, pour réussir à avoir de l'écoute, tu sais? Ah, ça prend faut que tu sois enregistré lobbyiste, faut que tu. Tu sais, c'est hallucinant, là, quand même, là. Ouais, puis Tu sais, tu puis sais, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, Marc? Tu sais, puis Simon, tu sais, on investit massivement dans la filière batterie, on fait des moves de même, puis on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui se ouais, puis passe? tu sais, on peut parler des incitatifs, là, tu sais, j'ai aucune expertise en batterie et en électronique qui est utilisable, mais j'ai une expertise en économie d'échelle, là. Ça prend pas un génie pour comprendre que l'infrastructure de l'Asie en batterie, là, pas juste de la Chine, là, de copier ça, ça prendrait des investissements de rattrapage qui sont massifs. Je vais vous faire juste un petit parallèle, OK, sur le monde des processeurs, sans être trop nerd, là, mais faire un processeur, là, c'est comme tout le monde en a un partout, fait que tout le monde prend ça pour acquis, là, mais c'est d'une complexité dans la plupart des gens seraient même pas capables de comprendre à quel point c'est complexe parce que tout ce que c'est là-dedans, là, pour quelqu'un qui a pas une connaissance très, très poussée, c'est de la magie de A à Z. Mais c'est tellement compliqué que des gens qui sont généralement en guerre ensemble vont se payer de pays à pays pour faire des transferts technologiques, pour essayer d'avoir un morceau de l'expertise pointue que ça prend pour faire un des composantes, pour faire un des bouts de faire un processeur. Que ce soit pour le designer, que ce soit pour la machine qui sert à faire la machine pour faire le processeur, que ce soit, peu importe ce que c'est rendu tellement compliqué qu'il y a personne qui peut faire ça par espionnage industriel. C'est impossible. Comme c'est trop compliqué. Fait que littéralement, tu te signes des contrats, puis même quand tu signes des contrats, le transfert technologique, c'est même pas garanti que ça va fonctionner. Je veux dire, la Chine essaie d'être autonome au niveau de ses processeurs et ne sous-estimez pas la Chine, elle fait des progrès significatifs, mais ça fait 35 ans qu'elle est sur le projet. Mhm. Puis là, on dit, hey, il y a peut-être 3-4 générations en retard sur nous autres. Mais là, c'est parce qu'à chaque 1 ou 2 ans, là, il y a une génération de plus. Puis tu sais, juste pour vous donner une idée de la complexité, là, les gens qui font les machines pour faire les morceaux de silicone qui vont donner potentiellement des processeurs, il y a un pays qui en fait, puis il y a un fournisseur. Puis techniquement, ça devrait être un enjeu de sécurité nationale puis internationale, mais c'est tellement compliqué que même si tu dis public money, mets-moi ça là-dedans, il y a personne qui en fait d'autres. C'est rendu trop compliqué. L'investissement est en dizaines, des fois en centaines de milliards pour développer la technologie. Fait que, tu sais, donc, l'idée de se dire, hey, moi, je vais prendre un domaine qui est super mature, qui est basé sur
le prix de la ressource la plus basse, puis l'optimisation d'une chaîne complète comme la batterie, et dire je vais réussir, c'est comme c'est ridicule, c'est risible. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, l'idée de base de ça, il y a quelqu'un avec de la compétence qui a pensé à un plan puis qui a dit vous savez, ce morceau-là spécifique de la chaîne de valeur et d'approvisionnement, si on l'avait au Québec, ça pourrait être intéressant. Et là, c'est devenu une idée politique. C'est devenu une idée politique, puis c'est comme, on va révolutionner la batterie. C'est comme, la batterie, mon ami, c'est de la chimie. Fait qu'au lieu de faire une usine, tu pourrais juste avoir un aile d'études de chimie, ça pourrait être popé. Mais effectivement, puis tu sais, c'est un peu c'est le même concept. C'est que là, on a des gens qui représentent notre démocratie, mais ils ont pas le temps ni l'intérêt de comprendre les fins détails de tout ce qui est nouveau technologiquement parlant, puis que nous, on veut et on a besoin d'utiliser pour être une société démocratique fonctionnelle. Puis effectivement, la compréhension puis le courage, d'habitude, ça vient ensemble. C'est facile d'être courageux quand tu n'as rien compris, mais c'est facile aussi de complètement miss the point puis d'être courageux sur pas la bonne affaire. Tantôt, tout ce qu'on vient de dire là, tu l'as très bien résumé en disant tantôt, le gros défi, c'est notre capacité de réflexion à gérer la complexité. Ça aussi, c'est un espèce d'underlying theme de tout ce qu'on discute aujourd'hui. Tu sais, autant, l'identité numérique, les problèmes à ça clique, tout l'aspect de non-transparence, la complexité, on foire des projets technologiques en TI au gouvernement du Québec à pelleter. Ben, on semble avoir, en discutant là, rapidement, puis on ne réinventera pas la planète, mais je pense qu'ici, tu as le doigt sur quelque chose. On ne prend pas conscience, on réfléchit pas aux bonnes affaires. Notre réflexion autour de la complexité de ces défis-là, il y a un fail à quelque part qui se fait là-dedans, c'est sûr. Puis souvent, c'est ce qu'on gère. Hein. Tu sais, quand on veut dire qu'un projet informatique ou n'importe quel projet est un fiasco, on dit ça a coûté ben trop cher. Puis ça, c'est quelque chose qu'on comprend tous. Hein. L'argent, c'est tangible. On en a des fois dans nos poches, là, les gens un peu weird, il y a encore de l'argent liquide. Mais la différence entre un projet complexe qui a réussi puis un projet complexe qui a échoué, c'est généralement pas le montant d'argent. Même que le projet complexe qui a réussi, ça se peut même qu'il ait coûté plus d'argent. L'argent, c'est dans un fiasco, tu te dis, là, on n'a rien et ça a coûté le prix d'un projet complet, c'est un problème, c'est très, très bien. Mais de se dire, la quantité d'argent qu'on investit égale l'avancement. C'est comme c'est une trappe que tout le monde a pris dans leur gestion de projet informatique, que ce soit le petit site web ou le gros logiciel, c'est pas un bon indicateur. Puis l'indicateur de où est-ce qu'on est dans le projet, il est pas facile. Là. Puis, je veux dire, tu vas avoir des gens avec leur pseudo-méthode qui vont te dire oui, mais moi j'ai la solution à ça. Non, pour moi, la solution à ça, c'est d'accepter que c'est une complexité faramineuse, d'avoir des gens qui sont investis, qui comprennent ce que les gens demandent et ce que les gens qui font réussissent à faire et ou les enjeux qu'ils ont, puis de pouvoir faire le lien entre ça. Puis ça, faut admettre que c'est pas facile. C'est juste pas facile. Il n'y a pas de recette magique, puis c'est là que on a souvent des déficiences. C'est qu'il y a des gens qui veulent des réponses faciles pour aller en chambre, pour aller en comité, pour aller devant les médias. Puis les gens qui veulent leur fournir ces réponses-là, c'est comme, c'est bourré de nuances, moi, ce que j'ai à dire. C'est pas facile. Mais tu sais, Marc, est-ce que tu sais c'est quoi l'opposition d'une technocratie à l'opposé? La technocratie, c'est un extrême, là, donc on parle d'élite et tout ça, mais c'est le populisme. Ouais. C'est le trend inverse, c'est le populisme. Puis quand je regarde ça, en fait, ce que je vois, c'est que moi, j'ai l'impression que, au lieu de trouver un ballon un peu là-dedans, nous, on est 100% dans le populisme. Je veux dire, on livre des trucs plaisants, on essaye, etc. Mais clairement, si j'avais un aiguille sur un cadran à présenter, on est pas mal dans le populisme. On tend même pas vers l'idée d'écouter un peu puis de voir au niveau de la tech, là, qu'est-ce qu'on devrait faire. Là. Moi, ça me fait halluciner. Il faudrait que le gouvernement ait une manière, selon moi, mais là, je vais repartir dans mon utopie, de dissocier les pouvoirs économiques des idées technologiques. C'est-à-dire, c'est intéressant, puis je veux dire, j'ai vu OpenAI qui est sorti, OpenAI for Government. Là. C'est peut-être une bonne idée ce qu'ils ont proposé, mais c'est sûr que d'enabler une multinationale en tant que pays à lui envoyer toutes tes données, ça sonne pas comme une bonne idée. J'aimerais mieux qu'un gouvernement distille le concept puis dise je comprends ce que vous allez, c'est intéressant, peut-être qu'on va aller là, peut-être qu'on va avoir une stratégie,
mais c'est sûr qu'on se mettra pas à signer comme toutes nos données qui font fonctionner notre démocratie, centralisées sur un serveur quelque part chez une compagnie. Puis effectivement, je suis d'accord avec toi que la technocratie, j'ai plus une tendance vers la technocratie sans être dans l'extrême. C'est-à-dire que effectivement, ton aiguille, ça pointe plus vers le populisme. Moi, je suis plus vers le technocratique dans le sens où je crois fondamentalement que quand on développe des technologies en tant que groupe, que race humaine, c'est pas parce que on veut nécessairement vendre un gugus. C'est souvent parce qu'on en a besoin pour se gérer, parce qu'on est rendu qu'on veut tellement savoir de choses, on a tellement de complexité, on veut tellement, comme avoir des affaires qui nous disent, il me semble que c'est pas compliqué de savoir ça, puis là, t'es comme, t'as même pas idée à quel point c'est compliqué, mais avec toute la technologie, on peut y arriver. Moi, c'est ma vision un peu utopique de la technologie, c'est que, oui, la technologie, t'as les gens qui veulent faire incroyablement de l'argent avec, puis qui fusent souvent l'innovation. Mais c'est pas parce que eux, ils font leur cash puis ils ont leur innovation que soudainement, il faut se dire, c'est parfait, on s'abandonne à toi spécifiquement. Mhm. Moi, je suis plus de dire, la technologie, elle est inventée parce qu'il y a un besoin. Les milliards que tu génères, là, c'est pas juste parce qu'on est 9 milliards d'imbéciles. C'est parce que définitivement, tu as identifié un besoin, une lacune. Mais une fois que tu l'as identifié, on peut se dire, OK, c'est quoi le besoin que tu identifies? Qu'est-ce qui marche vraiment? Puis comment on fait pour utiliser ça collectivement sans justement que ça devienne un monthly subscription que finalement ton pays paye. Ouais, c'est un monthly subscription for the government. Il y a un government tier dans la page pricing. Là, ben oui, c'est ça, exactement. C'est comme, ça va tellement coûter cher ce qu'on a, on est conscient que les seuls gens qui peuvent se payer notre vrai service, c'est les gouvernements ou les méga corporations. Puis tu sais, je sais que c'est difficile quand tu es dans le gouvernement parce que réalistement, là, puis je vais revenir sur un point que j'ai fait, là, un gouvernement, ça opère pas comme une business. Fait que je reviens à mon utopie préférée. Si les gouvernements, eux, se mettaient ensemble, ils se rendraient compte qu'ils ont vraiment plus de ressemblance entre les différents gouvernements. Puis d'avoir des logiciels par les gouvernements, pour les gouvernements, c'est un acte démocratique beaucoup plus puissant que d'essayer de faire des coalitions parce que ça garde le savoir dans les gouvernements peuvent s'échanger, ça génère un écosystème technologique qui représente les populations, au lieu de toujours se fider sur l'écosystème technologique de l'entreprise privée. Puis c'est pas parce que je suis contre l'entreprise privée, là, je veux dire, je suis propriétaire, puis je suis bien willing pour que le monde fasse du cash dans la vie. Mais je suis aussi willing pour que quand il y a des scandales parce qu'on dépense trop puis ça coûte trop cher, puis finalement c'est parce que le gouvernement il reste tellement plus de compétences à l'interne qu'il y a juste plus personne qui sait comment ça marche rien. Je suis comme l'entreprise privée peut pas le régler ce problème-là. L'entreprise privée, c'est du work for hire. Tes consultants, ils sont là pour te donner un coup de main. Et tous les consultants qui se respectent vont te dire, je suis pas là pour opérer ta patente. Je vais te donner tous les coups de main que tu veux, mais es-tu capable de prendre une responsabilité? Puis si t'as personne qui a la compétence pour comprendre tout ce qui se passe, puis c'est une grosse boîte noire qui signe des chèques, ben c'est mon côté où je suis comme, il me semble qu'il y a une opportunité. Non seulement une opportunité, puis tu sais, on parle toujours d'optimisation puis de sauver des coûts, mais voyons-le autrement. Si ça coûtait plus cher, mais que c'était toujours réinvesti pour les gouvernements, puis que c'était réutilisable, puis que ça avançait, c'est beaucoup plus facile de dire on réinvestit sur notre démocratie, notre société, que de dire non, mais ça coûte plus cher de X fournisseurs méga milliardaires, on s'excuse. Tant que moi, c'est pas la même pilule. Mais bon, ça revient au point que tu disais, Jonathan, ça prend un courage, puis pour faire ça prend un énorme courage. Puis c'est pas le courage nord-américain, dans le sens où ici, on met beaucoup d'emphase sur l'entreprise privée puis l'innovation. Puis je suis d'accord, mais l'entreprise privée puis l'innovation, pour moi, c'est à côté du pouvoir politique puis de l'opération. C'est sûr que, et là, vous allez avoir le droit à un éditorial de plus, là. C'est sûr que tant que nos politiciens vont aller en politique dans l'espoir d'avoir une job chez McKinsey après, ça va être un petit peu cynique de dire qu'ils sont là pour représenter le bien du citoyen puis de la population. Mais tu sais, la quantité de gens qui font ça en ce moment exactement pour ça, heureusement que le Léger fait pas un sondage parce que je pense que c'est assez élevé. Mais je pense que dans le bien public, il y a définitivement une place à une innovation numérique qui est plus citoyenne, mais je pense pas que ça passe par faire des concours ouverts à tout le monde non plus, là. Tu sais, je veux dire, soyons honnêtes, des groupes de gens qui ont des intentions claires, avec des compétences claires à amener. Je pense qu'il y a de la place pour ça, là. J'aimerais ça le voir le premier
le premier sénateur que son background, c'est de l'impact dans le numérique citoyen. Puis là, on le met en chambre au lieu d'avoir juste toujours le même background. Mais je pense que ça, c'est plus notre futur à nous à faire que le présent dans lequel on vit. Marc, moi, je vote pour toi, là. Tu me Ouais. diras. Écoute, j'aime beaucoup ton approche. Je te vois bien. Écoute, ministre tu sais, du numérique, moi, je suis derrière toi. J'aime vraiment ce que tu dis. Je trouve que. J'aime pas la quantité de questions médias qu'il faut qu'il réponde en ce moment, le ministre du numérique, mais c'est peut-être un piège dans lequel ils sont eux-mêmes tombés. Ouais, si tu fais bien les choses, tu n'auras peut-être pas autant de questions spicy là, dans les mêlées avec les journalistes. Là. Ouais, absolument. Tout à fait, tout à fait. Autre chose sur laquelle on s'amuse, là. On est en mai 2025. Selon vous, quand est-ce qu'on a une personne médiatiquement qui aura été annoncée comme étant responsable de l'intelligence artificielle au Québec? Genre, je sais pas, est-ce que ce sera une nouvelle appellation que dire, OK, bon, on a une personne désignée responsable de la modernisation du gouvernement, c'est notre spécialiste de l'IA. Combien de temps? Est-ce que ça existe de ta connaissance? Tu sais, Moi non, là. le scientifique en chef du Québec, là, il est où l'informaticien en chef du Québec? Parce que c'est de la communication aussi. Là, parce que je fais du millage sur ce que tu viens de dire, Jonathan. Là, comme quand est-ce qu'on va avoir un responsable? Mais sans avoir un responsable politique, on pourrait avoir effectivement. Tu sais, souvent en entreprise, on dit on contrôle ce qu'on mesure. Mais dans les gouvernements, ça a plus d'être l'air on fait ce qu'on a nommé. Si on l'a nommé explicitement, même si tout ne marche pas encore en arrière, on l'a nommé, c'est l'intention politique de le faire. Je trouve poli, Ben, j'aurais même effectivement. dit on fait ce qu'on peut. Ouais, ce qu'on peut, mais que le scientifique en chef du Québec ait son bras ou ait indépendamment l'informaticien en chef du Québec ou le numéricologue en chef du Québec, il va falloir se rendre compte que les sciences puis l'informatique, c'est deux sujets sur lesquels il faut parler constamment, puis il faut débunker des trucs, puis il faut parler de comment ça marche parce que c'est pas inné, là. Je veux dire, ça a été nous, la génération des natifs numériques, fait que maintenant, on a la chance de régler les problèmes d'imprimantes pour nos parents puis nos enfants. Ouais. C'est pas quelque chose qui a vécu dans le temps à être natif numérique. Fait que définitivement, comme la science, avoir quelqu'un qui communique, qui verbalise, qui écoute les gens, qui va vers les gens, c'est probablement quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir justement avoir la chance d'avoir un environnement numérique sain dans notre démocratie et nos gouvernements. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut qu'il arrive, là. Je peux-tu vous laisser sur une anecdote qui est juste une anecdote parce que Vas-y. les gens qu'on connaît, on va les laisser. Mais vous rappelez-vous de Phoenix? Oui. Ouais. Ouais. Ben oui, Les gens s'en souviennent plus, là, mais nous, on s'en souvient encore. Ouais. Qui a pas rené de ses cendres, finalement. On va appeler ça une légende, mais il y a une légende qui raconte qu'au moment de commencer le projet avec Phoenix, à l'Agence de revenus du Canada, il y en avait un logiciel qui fonctionnait pour les petits gouvernements et organismes, qui respectait toutes les règles spécifiques du gouvernement du Canada parce que c'était offert aux organismes et gouvernements qui n'avaient pas la capacité de se payer des gros systèmes. Fait qu'il n'était pas fait pour scaler à tout le gouvernement, mais ça existait. Et la légende raconte que ça avait quasiment toutes les features qu'il voulait, mais comme il n'y avait pas d'entreprise privée pour le représenter, le gouvernement n'avait pas le droit de se mettre dans la course avec lui-même pour se soumettre son logiciel. Ah ouais, OK. Fait que, mais tu sais, ça, la raison pour laquelle je donne cet exemple-là, c'est imaginez s'il faudrait quelqu'un qui explique ça à la population, tu sais. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas aider le gouvernement en numérique? Juste le fait d'articuler ça puis de dire, on va le dire à tout le monde pourquoi. Quelqu'un qui ferait comme, je peux pas aller dire ça, là. Faut qu'on fasse de quoi pour ça, là. Je peux pas expliquer pourquoi le gouvernement peut pas s'aider lui-même, là. Ça marche pas. Ça n'a pas de sens. OK, on va laisser ça sous le poids de la légende. Donc, c'est une légende. Oui, c'est ça. La légende nous dit. Hey Marc, merci, man. C'était super intéressant. Écoute, on a parlé de façon très large. C'était super intéressant. Puis moi, j'ai quasiment le goût de dire qu'il va falloir remettre ça. On aura sûrement peut-être d'autres sujets, puis tout ça. Puis j'aime beaucoup ton approche. Je suis sûr qu'avec le spotlight qu'on va mettre sur le numérique, puis avec nos amis SACLIC qui refusent d'arrêter de nous en donner, on va avoir plein de sujets à discuter.
Sans aucun doute, sans Yes. aucun doute. Puis écoute, j'espère qu'il y en a qui vont capter quelques pépites là-dedans puis qui vont faire de quoi avec. Je pense que ce serait le Absolument. fun. On peut rêver, hein, on est des rêveurs, des utopistes. On a le droit, oui, absolument. On a rêvé le à ça droit. aujourd'hui. On va pas arrêter tout de suite. Ah, et puis si ça suscite des questionnements, des refus d'être d'accord, commentez ça, là, let's go, là, on fait nos bons social media advocates. Oui, là. Engagement Bot, là, comment appelleriez-vous le responsable de communiquer le numérique au Québec? Exactement. Yes, ma On lance boîte LinkedIn est ouverte aussi. Il y avait des gens jadis qui avaient de l'info quand on avait parlé de sa clique la première fois, qui m'avaient laissé quelques délicates attentions. S'il y a encore une fois de l'info, on la veut. On a envie, là, nous, de faire la lumière un peu là-dessus. Là, fait que gênez-vous pas. Yes. Absolument. Puis de Plugo, je serai aussi à Intersection avec vous autres, c'est sûr. À S'il y interface. en a... Interface, ah oui, Intersection, c'est vous autres. Moi, là, Je sais, ça ressemble. c'est correct. Au début, Joe t'a parlé de sa clique en voulant dire dossier numérique, fait que tu vas t'en rendre compte aussi, on a tous des erreurs. Mais si vous voulez venir jaser, ça va faire plaisir. Là. C'est toujours le fun d'aller voir la première édition du Wack pas Wack, là, puis de jaser de ces sujets-là qui sont chauds. Super. Hey, Marc, un énorme merci. Puis, comme l'a dit Joe, là, c'est sûr qu'on se rejase pour jaser potin ou actualité techno au Québec. Là. Fait que, un gros merci à toi. Yes, écoutez, bonne fin de journée, puis assurément à la prochaine. Ça marche. Merci, Marc. C'est beau, bye. Yes.